Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Charleston, Caroline du Sud. L'air était saturé d'humidité, et l'odeur de terre humide se mêlait au parfum discret des cyprès bordant le vieux cimetière de Magnolia. Un vent d'automne soufflait entre les pierres tombales comme un soupir venu d'un autre monde. Les feuilles mortes, aux teintes mordorées et cramoisies, tournoyaient autour des allées pavées dans un ballet silencieux. Tout semblait suspendu, figé dans un deuil que la nature elle-même respectait. Au milieu de cette quiétude pesante, une silhouette se tenait immobile, agenouillée devant une tombe encore fraîche. Evelyn Brooks, la quarantaine, portait un long manteau noir cintré qui flottait sous les bourrasques, rappelant le deuil qu'elle n'avait jamais vraiment quitté. Son chapeau noir à larges bords couvrait ses yeux, mais on devinait les larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Même en deuil, elle restait digne, élégante, avec cette tenue douloureuse des femmes qui ont trop souvent souffert en silence. Dans ses mains gantées, elle tenait un bouquet de pivoines blanches, à peine écloses. Elle tremblait comme elle. Ses fleurs étaient ses préférées, mais aussi celles de Michael. Chaque pétale semblait porter un souvenir, un éclat de rire, un mot doux échangé dans leur petite cuisine, tard le soir. Elle tendit lentement la main et caressa la pierre tombale du bout des doigts, comme si elle voulait réveiller l'homme qui reposait en dessous. Michael James Brooks. 1980-2024. Époux dévoué, soldat courageux, âme éternelle. Ses lèvres frémirent, et dans un souffle brisé, elle murmura. « Tu m'avais promis. » Elle ferma les yeux, lutta contre le sanglot qui montait. « Tu m'avais promis que tu reviendrais. Que ce n'était qu'une mission humanitaire. Que ce serait court. Juste quelques semaines. Tu m'as menti, Michael. Tu m'as menti. » Sa voix se brisa. Ses épaules s'affaissèrent. Elle posa son front contre la pierre froide, incapable de retenir ses larmes. Tu m'as laissé seule. Encore une fois, seule. Cela faisait 6 mois que Michael, sergent-chef dans l'armée américaine, avait perdu la vie dans un attentat à Port-au-Prince, alors qu'il escortait un convoi humanitaire vers un hôpital de campagne. Un acte de terreur insensé, une explosion. Il lui avait rendu les honneurs militaires, plié le drapeau sur un cercueil fermé, prononcé des discours sur le courage, la loyauté, le sacrifice. Mais aucun de ces mots n'avait suffi à apaiser la douleur d'Evelyn. Le jour de l'enterrement, elle s'était tenue droite, digne, sans verser une larme devant les caméras et les représentants du gouvernement. Mais dès que la foule s'était dissipée, elle s'était écroulée dans sa chambre, hurlant dans l'oreiller pour ne pas déranger les murs trop silencieux de leur maison vide. Depuis, elle revenait ici. Tous les dimanches, à la même heure. Comme si en revenant assez de fois, elle allait réussir à inverser le cours du destin. Elle parlait à Michael. Lui racontait sa semaine. Le manque. Le froid dans les draps. Le silence dans la maison. La douleur de préparer du café pour une seule tasse. Il n'avait jamais eu d'enfant. Le rêve d'une famille avait été englouti après 2 fausses couches. Evelyn avait cessé d'y croire. Et Michael, discret, n'en parlait plus. Il s'était enfermé dans une routine faite de pudeur et de cicatrices muettes. Mais malgré cela, il s'aimait d'un amour profond, mature, silencieux. De ceux qu'on ne dit pas à haute voix, mais qui se voient dans les gestes simples. « Tu me manques tellement, Michael », souffla-t-elle. Autour d'elle, le cimetière restait vide. Pas un oiseau. Pas un souffle d'espoir. Juste le vent. Et cette sensation d'être oublié dans un monde qui ne tourne plus rond sans lui. Mais ce jour-là, quelque chose flottait dans l'air. Une présence étrange. Presque imperceptible. Comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. Elle ne le savait pas encore, mais au détour de cette allée, entre les tombes centenaires et les statues d'anges rongées par le temps, un destin s'approchait. Un frisson parcourut son échine. Elle essuya ses larmes, releva lentement la tête. Evelyn s'apprêtait à se lever, son genou droit protestant sous l'effort, lorsqu'un mouvement au loin attira son regard. Entre 2 cyprès sombres, une petite silhouette avançait lentement, presque comme un mirage dans le brouillard d'automne. C'était une fillette, frêle, à peine âgée de 6 ou 7 ans.
Elle marchait seule entre les tombes, serrant contre elle une vieille peluche élimée, un petit lapin rose dont les coutures semblaient prêtes à céder. Son manteau beige, trop grand pour elle, flottait autour de ses épaules, comme s'il appartenait à un autre enfant, ou à un passé lointain. Ses chaussures crissaient légèrement sur les graviers, et ses boucles sombres tombaient en cascade sur un visage pâle, concentré. Elle ne courait pas. Elle ne pleurait pas. Elle cherchait. Evelyne, d'abord surprise, essuya ses larmes du revers de la main. Le cœur encore secoué par le chagrin, elle se redressa doucement, l'observant avec prudence. La fillette s'arrêta à quelques pas. Ses yeux, grands, d'un brun profond presque doré, fixaient Evelyne avec une intensité troublante. Pas de peur. Pas d'hésitation. Juste une étrange reconnaissance, comme si elle venait de retrouver quelque chose qu'elle attendait depuis toujours. « Tu es perdue, ma chérie ?» demanda Evelyne, la voix tremblante mais douce. La petite secoua la tête avec calme. « Non. Je vous cherchais. » Le temps sembla suspendu. Evelyne cligna des yeux. « Tu me cherchais ?» Elle s'accroupit lentement, tentant d'établir un contact, ses mains posées sur ses genoux, les émotions mêlées de curiosité et d'alerte. La voix de l'enfant était fluette, mais rassurée. Elle n'avait pas le regard d'une enfant perdue, mais d'une enfant en mission. « Comment tu t'appelles ? » Hope. Hope Williams. Un silence étrange s'installa. Le nom flottait dans l'air comme un écho venu d'un rêve. Evelyne le répéta intérieurement, essayant de comprendre ce que cet enfant faisait là, seul, dans un cimetière à cette heure. « Qui t'a envoyé ici, Hope ?» Hope baissa les yeux un instant, puis tourna la tête vers la tombe. Elle avança d'un pas, presque révérencieuse, et tendit une petite main vers la pierre tombale, effleurant les lettres gravées. « Mon papa. » Elle parla lentement, articulant chaque mot comme une prière. « Il m'a dit que je vous trouverais ici. Il m'a dit que vous étiez, ma vraie maman. » Le monde sembla basculer. Evelyne sentit son estomac se contracter. Son souffle se coupa, net, comme si quelqu'un lui avait frappé le thorax. Elle recula légèrement, la main posée contre sa poitrine. « Ton papa ?» balbutia-t-elle. « C'est qui, ton papa ?» Hope leva les yeux. Son regard était clair. Inébranlable. Elle n'hésita pas. Michael James Brooks. Le cœur d'Evelyne explosa dans sa poitrine. Elle chancela, perdant l'équilibre un instant, comme fauchée par une vague invisible. Elle dut s'appuyer contre le banc de pierre derrière elle pour ne pas tomber. Elle regarda à nouveau la fillette. Ses traits. Ses yeux. Sa fossette. Non. Ce n'était pas possible. Elle recula encore d'un pas, secouant la tête. Non. Ce n'est pas possible. C'est une erreur. Qui t'a raconté ça ? Qui t'a envoyé ici ? Mais Hope restait immobile, digne, comme portée par une vérité plus grande qu'elle. Elle fouilla dans la poche intérieure de son manteau et sortit une petite boîte en bois verni. C'était un objet ancien, usé sur les bords, avec une minuscule serrure dorée. Il m'a dit de vous donner ça si je vous trouvais. Elle tendit la boîte avec précaution, comme si elle contenait quelque chose de sacré. Evelyne, paralysée par l'émotion, tendit la main d'un geste lent. Elle prit l'objet, incapable de parler. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle soulevait le couvercle. À l'intérieur, soigneusement rangé dans un tissu de velours, se trouvait un médaillon en argent terni. Son médaillon. Celui qu'elle avait offert à Michael lors de leur 3e anniversaire de mariage. Elle l'avait fait graver à l'intérieur. Elle l'ouvrit. Et à l'intérieur, une photo. Usée, vieillie, mais reconnaissable. Michael, plus jeune, souriant, tenant un bébé dans ses bras. Une petite fille aux yeux fermés, emmitouflée dans une couverture. Au dos de la photo, une note griffonnée de sa main. Elle reconnut l'écriture immédiatement. Ses boucles, sa nervosité dans les majuscules. Une écriture qu'elle avait vue sur tant de lettres, de cartes d'anniversaire, de post-it collés sur le frigo. Pardonne-moi de t'avoir caché ce trésor. Tu comprendras un jour. M. Evelyne sentit ses genoux céder. Elle tomba au sol, ses doigts toujours refermés sur le médaillon.
Non, non, Michael. Pourquoi? Elle se mit à pleurer. Pas les larmes calmes du deuil habituel. Non. Ce furent des sanglots profonds, déchirants, mêlés d'incompréhension, de colère, de chagrin foudroyant. Des cris qu'elle n'avait jamais osé pousser. Un cri de mère trahi et en même temps éveillé. Hope s'approcha doucement. Elle s'agenouilla près d'elle, sans bruit, et posa la peluche contre les genoux d'Evelyn. Puis, dans un murmure presque inaudible, elle dit. Je vous ai attendu, longtemps. Les jours suivants furent un tourbillon vertigineux, où le cœur d'Evelyn oscillait entre espoir, douleur, colère et incompréhension. Tout semblait irréel. Comme si elle marchait à travers un rêve trop dense, ou un cauchemar teinté de lumière. Dès le lendemain de sa rencontre avec Hope, Evelyn contacta l'avocat de la famille Brox, maître Richard Langford, un vieil ami de Michael et de confiance. Elle exigea une enquête complète, je veux la vérité, toute la vérité. Et ordonna dans la foulée un test ADN. Les résultats tombèrent 3 jours plus tard, positifs à 99,9%. Hope était bien la fille biologique de Michael James Brox. Le papier, froid et clinique, confirmait ce que les yeux, les traits, les silences de Hope avaient déjà murmuré. Evelyn le lut plusieurs fois. D'abord en tremblant, puis en pleurant, enfin en silence, comme si son cœur n'avait plus la force de crier. Mais le test ne suffisait pas, Evelyn avait besoin de comprendre. De reconstituer les fragments d'un passé qui lui avait été caché. Maître Langford engagea un détective privé spécialisé. Ensemble, ils retrouvèrent rapidement la trace de Mrs. Clara Turner, une ancienne infirmière à la retraite, vivant à Georgetown, en Caroline du Sud. C'est là, dans une maison modeste mais chaleureuse, entourée de photos d'enfants accrochés au mur, qu'ils trouvèrent des réponses. Mrs. Turner, une femme noire dans les 70 ans, les accueillit avec une dignité tranquille. Michael n'a jamais cessé de veiller sur elle, dit-elle en leur servant du thé. Il passait dès qu'il pouvait. Il l'appelait « mon étoile du matin ». Il lui envoyait des cadeaux, des lettres. Il m'envoyait de l'argent chaque mois. Il m'avait demandé de ne jamais la placer ailleurs, de l'aimer comme s'il devait revenir demain. Puis elle sortit une petite boîte en fer, couverte de timbres anciens. À l'intérieur, une trentaine de lettres manuscrites de Michael, adressées à Hope. Certaines contenaient des dessins, des photos, des morceaux de chansons. Evelyn les lut en silence, la gorge nouée. Dans une de ces lettres, Michael écrivait « Je te présenterai ta maman un jour. Elle est extraordinaire. Mais elle a besoin de temps. Elle a connu des tempêtes. Je veux qu'elle te découvre dans la lumière, pas dans la douleur. » Et soudain, Evelyn comprit. Michael n'avait pas voulu la trahir. Il avait voulu la protéger. La préserver d'une nouvelle épreuve. Quelques années auparavant, Evelyn avait fait une fausse couche tardive, douloureuse et humiliante, après de longues années à essayer de tomber enceinte. L'épreuve l'avait brisée. Elle s'était enfermée dans un silence protecteur, refusant toute discussion sur la maternité. Michael, silencieux, n'avait jamais insisté. Il avait respecté son chagrin. Peut-être trop. Alors, quand cette jeune femme enceinte l'avait supplié de sauver son enfant à Haïti, il avait pris cette responsabilité comme un devoir sacré. Il avait promis. Et il avait tenu sa promesse, sans jamais oser la révéler. La jeune femme, dont ils retrouvèrent le nom Lena Désirée, était décédée quelques heures après l'accouchement, emportée par une infection foudroyante. Seule, sans famille, sans repère, elle avait donné à Michael une ultime mission, protéger sa fille. Evelyn découvrit que Michael avait organisé en secret toute la prise en charge de Hope, éducation, soins, protection juridique. Il avait même ouvert un compte en fiducie à son nom. Mais il avait toujours pensé qu'il finirait par lui dire. Lui parler de cette fillette qu'il chérissait dans l'ombre. Lui présenter Hope comme un cadeau inattendu du destin. Il avait attendu le bon moment. Ce moment n'était jamais venu. Au lieu de rejeter Hope, Evelyn l'a pris dans ses bras. Non pas par pitié. Non pas par devoir. Mais parce qu'elle avait vu dans les yeux de cette petite fille frêle et perdue la même lumière que celle de Michael. Une lumière douce, presque timide. Un éclat de vérité. Un regard qui ne mentait pas,
qui ne demandait rien, mais offrait tout. Evelyne sentit son cœur, pourtant brisé par le chagrin, battre un peu plus fort. Comme s'il reconnaissait quelque chose d'ancien, de familier. Ce jour-là, sous le ciel gris d'automne, elle prit une décision qui allait tout changer, elle allait adopter Hope. La procédure légale fut un chemin semé d'embûches. Il y avait des papiers, des interrogatoires, des services sociosceptiques. Mais Evelyne ne fléchit pas. Elle expliqua calmement qu'elle était veuve, oui, mais pas vide. Qu'elle avait perdu son mari, mais pas sa capacité d'aimer. Et surtout, qu'elle ne faisait pas cela pour combler un vide, mais pour honorer une promesse silencieuse, celle que Michael aurait faite, sans un mot, juste avec ce regard tendre qu'il avait toujours eu pour les âmes blessées. Hope, quant à elle, avait tout à désapprendre. Elle venait de la rue, de foyers temporaires, de regards fuyants. Elle ne connaissait pas la douceur d'un repas partagé, la chaleur d'un foyer, la constance d'un amour sans condition. Les premiers jours, elle ne disait rien. Elle observait, se méfiait, attendait que tout cela s'écroule, comme toujours. Elle cachait de la nourriture sous son lit. Dormait habillée. Ne croyait pas au sourire. Mais Evelyne, patiemment, tissait autour d'elle un cocon invisible. Chaque soir, sans exception, elle s'asseyait sur le rebord du lit et lui racontait une histoire. Pas une histoire de prince ou de dragon. Non, une histoire vraie, celle de Michael. Elle lui parlait de son rire franc, un peu trop bruyant, qui résonnait dans toute la maison quand il regardait de vieux dessins animés. De sa manie de chanter sous la douche des chansons des années 80, faussement et à tue-tête. De son obsession pour les romans policiers, et de cette drôle d'habitude de deviner l'assassin avant la moitié du livre. De sa façon de cuisiner les pancakes le dimanche, toujours trop épais, toujours un peu brûlés, mais faits avec amour. De ses silences aussi, lourds de réflexion, doux de tendresse. Et un soir, Hope murmura. Est-ce qu'il m'aurait aimé, lui aussi? Evelyne sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle les retint. Elle prit doucement la main de la fillette. Il t'aime déjà, Hope. Tu sais pourquoi? Parce qu'il vit en moi. Et maintenant, en toi aussi. Les jours passèrent. Puis les mois. Evelyne transforma la chambre d'amis en un vrai cocon. Mur rose pâle, étagère remplie de livres, une veilleuse en forme d'étoile. Elle y accrocha une grande photo de Michael, en uniforme, souriant. Chaque matin, sans qu'on le lui dise, Hope s'arrêtait devant. Posait ses petits doigts sur le cadre et chuchotait. Bonjour, papa. Ce mot, papa, sonna d'abord étrange dans la maison. Il rebondit contre les murs silencieux, réveilla des souvenirs. Mais bientôt, il devint musique. Un lien. Une prière. Evelyne comprit alors que son deuil ne disparaîtrait jamais totalement. Mais il avait changé de forme. Il avait cessé de brûler. Il éclairait, désormais. Et chaque fois qu'elle regardait Hope rire, courir, apprendre à vivre sans peur, elle sentait que Michael n'était pas vraiment parti. Il était là, dans les gestes, dans l'amour partagé, dans les secondes simples du quotidien. Il était là, à travers cette petite fille qu'elle avait choisi d'aimer, non pas pour remplacer, mais pour continuer. Et peut-être, au fond, que la vie ne lui avait pas tout pris. Peut-être qu'elle lui avait offert une seconde chance. 13 ans plus tard. Dans le majestueux auditorium de l'Université de Columbia, paré de tentures bleu nuit et or, des centaines de personnes étaient rassemblées. C'était le jour des remises de diplômes. L'atmosphère était électrique, chargée de fierté, d'espoir et d'émotion. Au milieu de l'estrade, une jeune femme s'approcha du pupitre avec une élégance calme. Elle portait une toge noire ornée d'un liseré bleu royal. Ses cheveux naturellement bouclés étaient savamment relevés, dégageant un visage lumineux et déterminé. Autour de son cou, un médaillon en argent scintillait à la lumière des projecteurs. Elle inspira profondément avant de s'adresser à l'auditoire. Mesdames et messieurs. Sa voix était claire, posée, mais pleine d'une émotion retenue qui traversait chaque syllabe. Elle marqua une brève pause, balayant la salle du regard. Puis elle reprit. On dit que certaines rencontres bouleversent une vie. Moi, j'ai rencontré ma mère au pied d'une tombe. Et ce jour-là, je suis née une deuxième fois. Un murmure parcourut la salle. Plusieurs têtes se tournèrent,
intriguée. Elle poursuivit, le regard ancré dans quelque chose de plus profond que le moment présent. Je suis le fruit d'un secret, d'un amour caché, d'un sacrifice silencieux. Une grossesse qu'on n'a pas osé révéler. Une naissance vécue dans la douleur et la peur. Mais je suis aussi la preuve que, même enterrée sous des années de silence, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Elle s'arrêta un instant, sa gorge nouée, le cœur battant plus fort. Ma mère n'était pas prête à me voir quand je suis née. Elle m'a laissé partir, croyant que c'était pour le mieux. Et pourtant, le jour où nos chemins se sont croisés, sans un mot, elle m'a reconnu. Pas avec ses yeux, mais avec son âme. Et moi, j'ai su. J'ai su que malgré l'absence, malgré les années, j'avais toujours eu une place dans son cœur. Des larmes discrètes coulaient sur les joues de certaines personnes dans le public. On n'entendait plus que sa voix et le souffle suspendu de l'audience. Michael Brox m'a donné la vie. Evelyn Brox m'a donné un foyer. Ensemble, ils m'ont donné le courage d'aimer, même après la perte. Ils m'ont appris que la douleur n'est pas la fin de l'histoire, mais souvent le début d'une renaissance. Cette cérémonie, ce diplôme, cet honneur, je le dédie à ceux qui m'ont aimé, même à distance, même dans l'ombre. Elle leva légèrement les yeux vers le premier rang. Là, une femme au visage élégant, les cheveux relevés en un chignon sobre, tenait un mouchoir imbibé de larmes. C'était Evelyn Brox. Son regard croisa celui de sa fille. Je vous aime. Merci de ne jamais avoir cessé de croire en moi. À ces mots, la salle entière se leva dans une ovation spontanée. Des étudiants, des professeurs, des parents. Tous debout. Les applaudissements résonnèrent comme un tonnerre chaleureux dans l'auditorium. Mais Evelyn ne se leva pas. Elle resta là, assise, les mains jointes contre sa poitrine, le visage ruisselant d'émotion. Elle pleurait. Mais cette fois, ce n'était plus de tristesse. C'était la paix. Une paix longtemps attendue, douloureusement méritée. C'était l'aboutissement d'un voyage. La fin d'un deuil. Et le début d'une nouvelle vie. Hope descendit de l'estrade, son diplôme en main. Elle s'approcha lentement d'Evelyn. Les deux femmes se regardèrent, et s'enlacèrent en silence, dans l'éclat des flashs et sous les regards admiratifs. Deux générations, deux cœurs brisés par le passé, enfin réunis par la vérité. Et dans ce simple étreinte, tout ce qui avait été perdu fut retrouvé.